Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo que l'on va consacrer pour traiter les polynômes. Au premier temps, nous allons définir qu'est-ce que c'est un polynôme, le degré de polynôme et les opérations qu'on peut faire sur les polynômes, la somme, produit, composé, dérivation, ainsi de suite. Comme nous allons traiter la divisibilité et la division euclidienne. Et dans la deuxième partie, on va parler sur la fonction polynomiale et les racines d'un polynôme, l'existence, le théorème qui nous assure l'existence, et aussi les caractérisations d'une racine et d'une manière générale d'une racine d'ordre m. Comme nous allons voir la relation entre les coefficients et les racines dans le cas où le polynôme P est scindé, et aussi la factorisation des polynômes dans R de x et dans C de x. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous proposer des formations par thème, par exemple l'algèbre générale, intégration C plus P, ainsi de suite, dans lesquelles il y aura des vidéos traitant l'essentiel du sup pour bien démarrer un thème dans ce P. Deuxièmement, cours, exercices et méthodes. Troisièmement, des extraits de concours et finalement des problèmes. Il y aura 12 concours corrigés. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Un polynôme a une indéterminée x se note comme suivant: a0 plus a1 x plus an x à la puissance n, où a0 jusqu'à a1 jusqu'à an sont les coefficients de ce polynôme qui appartiennent à k. K désigne R ou bien C, ou bien généralement un corps. Mais la vraie définition d'un polynôme, c'est que c'est une suite qui a un nombre fini de termes non nuls. C'est-à-dire cette suite-là est nulle à partir d'un certain rang. Si on considère la suite AK égale à 0, quel que soit K supérieur ou égal à n plus 1. Donc on considère la suite de ce terme-là. Mais généralement, on n'utilise pas cette définition. Là, on utilise la notation suivante. Dans le cas où P est différent de 0, c'est-à-dire lorsque les coefficients A0, A1 jusqu'à n ne sont pas tous nuls, alors le plus grand entier n tel que AN est différent de 0, le plus grand coefficient parmi ces coefficients-là, tel que AN est différent de 0, s'appelle le degré de ce polynôme P. Et on le note degré de P. Par exemple, si on considère le polynôme suivant, 2 plus 3x plus x à la puissance 4, donc le plus grand entier, c'est tel que le coefficient est non nul, c'est 4. Alors 4, c'est le degré de ce polynôme-là. Et dans ce cas, AN s'appelle le coefficient dominant de P. Dans le cas contraire, lorsque P égale à 0, on conviendra de dire que le degré de P est égal à moins l'infini. On va voir maintenant quelques opérations sur les polynômes. Alors pour cela, on va considérer deux polynômes P, de coefficient A0 jusqu'à AN, et Q, le polynôme suivant, B, à coefficient BK. Alors d'abord, je vais commencer par la somme de deux polynômes. Donc la somme de deux polynômes reste un polynôme qui s'écrit sous la forme la somme de k égale à 0 jusqu'à r, c'est k x à la puissance k. Mais c'est quoi cette nouvelle CK? C'est la somme de AK plus BK. Sachant que AK, c'est le coefficient de x à la puissance k pour le polynôme P, et BK, c'est le coefficient de x à la puissance k pour le polynôme Q. Donc on rassemble les coefficients des deux polynômes. Et pour le R, c'est le max de n et m. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le degré de la somme de deux polynômes? Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est inférieur ou égal au max de degré de P et de degré de Q.
parce que c'est possible que les deux, ils auront le même degré. Par exemple, P est égal à 1 plus x moins x au carré. Q est égal aussi 2 plus x au carré. Alors, si on fait la somme de ces deux polynômes, on obtiendrait que P plus Q est égal à 3 plus x. Donc, le degré de la somme est inférieur strictement à le max qui est égal à 2. Donc, on n'a pas toujours égalité, sauf si le degré de P, on a égalité, sauf si le degré de P est différent du degré de Q. Dans ce cas-là, on a le droit de dire que le degré de P plus Q est égal au max des degrés. Degré de P, degré de Q. Et c'est quoi cette nouvelle dk? C'est défini par la somme de i égale à 0 jusqu'à k, ai fois b, indice k moins i. L'essentiel que la somme de ces deux indices, i plus k moins i, ça fait k. Pour voir les choses, on va essayer de le faire seulement pour un polynôme de degré 2 à 2 fois b0 plus b1 x. Donc par exemple, c'est quoi le coefficient de d1? C'est-à-dire le coefficient de x. Donc on va rassembler les éléments dont la somme est égale à 1. A0 plus b1. Parce que 0 plus 1, ça fait 1. Donc normal, c'est logique. Parce que A0 fois B1 fois X, on va obtenir le X. Plus, quoi encore? On va passer à A1. Donc pour obtenir la somme égale à 1, nécessairement, on va multiplier par B0. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour D1. Alors c'est la somme de I égale à 0 jusqu'à notre K. Notre K ici, c'est 1 jusqu'à 1. A, I fois B, K. Notre K, c'est 1. 1 moins I. Donc, voilà. Pour I égale à 0, on a obtenu ceci. Et pour I égale à 1, nous allons obtenir ceci. Voilà, comme ça, on a défini le produit de deux polynômes et le coefficient de chaque monôme. Le monôme x à la puissance k, c'est défini par la somme de i égale à 0 jusqu'à notre k, ai, b, k moins i. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le degré du produit de deux polynômes? Là, c'est très simple. Il faut seulement faire la somme des degrés. Degré de P fois Q est égal à la somme de degrés. Parce que si on multiplie par exemple 2 plus x fois 3 plus x au carré, donc le degré de ce polynôme-là c'est 1 et 2. Celui-là c'est 2. Alors le monôme qui a le plus grand degré, c'est celui-là, 1 plus 2. Donc ça fait x à la puissance 3. Donc voilà, on fait la somme des degrés pour le produit. Maintenant, on va parler sur le composé de deux polynômes, P, Rho, Q. Donc il suffit de remplacer ici x par Q. Donc ça fait la somme de i égale à 0 jusqu'à n. Parce qu'on suppose que P est de degré n, AI fois Q à la puissance U. Donc il suffit de remplacer x dans le polynôme P par Q. Et le degré de
ce nouveau polynôme, degré de P rho Q, est égal à degré de P fois degré de Q. Parce que par exemple, si on considère P est égal à X plus 1 et Q est égal à X à la puissance 3. Alors c'est quoi P rho Q? P rho Q, on va remplacer dans le polynôme P X par Q. Donc ça fait Q plus 1. Et donc ça fait X à la puissance 3 plus 1. Donc le degré de P rho Q, c'est 3. Et le degré de P fois le degré de Q est égal aussi à 3. Parce que ça, c'est 1. Et ça, c'est 3. 1 fois 3 est égal à 3. La dérivation. La dérivée d'un polynôme P, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, k fois ak, x à la puissance k moins 1. C'est comme pour les dérivées des fonctions. La dérivée d'une fonction de x à la puissance k, c'est k fois x à la puissance k moins 1. Et bien sûr, la dérivée de la constante a0, c'est 0. C'est pour cela nous avons commencé ici la somme par 1. Et pour le degré, on remarque bien que le degré diminue de 1. Parce que le plus grand, ça va être n fois an, x à la puissance n moins 1. Si cette polynôme n'est pas constant, alors le degré c'est de P', c'est degré de P moins 1. Une formule qui est très importante, c'est la formule de Taylor, qui dit pour n'importe quel A choisi dans K, P de X, on peut l'écrire en fonction des dérivés de Km, évalués en A. C'est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'à N, la dérivée Km de P, évaluée en A, sur K factoriel, fois X moins A à la puissance K. Donc, par exemple, la deuxième dérivée, c'est défini comme en fonction de la première, c'est la dérivée de la première dérivée. Et la troisième dérivée, c'est la dérivée de la deuxième dérivée. Ainsi de suite. Donc, comme ça, nous pourrions définir la km dérivée, c'est la dérivée de k-1 par récurrence. Mais il faut faire attention, ici on s'arrête jusqu'à le degré de ce polynôme. On suppose que le degré de ce polynôme est inférieur ou égal à n. Déjà, notre polynôme s'écrit sous cette forme-là. Pour mieux voir les choses, on considère l'exemple suivant, notre polynôme P, et on va choisir un A, puisque ça marche pour n'importe quel A. Par exemple, pour A égale à 5. Alors, c'est quoi la formule de Taylor? P de X est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'à le degré de ce polynôme, c'est 2. La dérivée Km évaluée en A, notre A c'est 5, divisé par K factoriel, fois X moins 5 à la puissance K. Et alors, ça va donner quoi cette somme-là? Donc, ça va donner égal, pour K égale à 0, c'est P de 0 de 5, sur 0 factoriel c'est 1, X moins 5 à la puissance 0 c'est 1. Et la dérivée 0 c'est P lui-même. Donc on va évaluer P en 5. Puis, pour K égale à 1, donc c'est P', 5 sur 1 factoriel, fois X moins 5. Pour K égale à 2, la deuxième dérivée, sur 2 factoriel, fois X
x moins 2, x moins 5, pardon, x moins 5 au carré. Donc, ceci est vrai pour n'importe quel a, en particulier pour a égale à 5. Vous pouvez le vérifier facilement que ça exactement est égal à notre P de x. La divisibilité d'un polynôme par un polynôme. Par exemple, on dit que 3 divise 15 parce que 15, on peut l'écrire 3 fois quelque chose, fois 5. De même, un polynôme P divise Q, c'est lorsqu'on peut écrire Q comme A fois notre polynôme P. Ou bien, Q divise le polynôme P. Voici maintenant un théorème qui est très important, c'est la division euclidienne. Qu'est-ce qu'elle dit ce résultat-là? Alors, si vous avez deux polynômes P et Q, vous pouvez dire, lorsque Q est différent de 0, qu'il existe un unique couple de polynômes P, B et R, de telle sorte que P est égal à B fois Q plus R. Avec une condition sur R, degré de R inférieur strictement à un degré de Q. Donc on est sûr que le degré de Q n'est pas moins l'infini parce que Q est différent de 0, donc c'est pour cela c'est inférieur strictement. Alors, voilà, ce théorème nous dit que ce couple-là de polynômes P et R sont uniques. Donc pour n'importe quel de polynômes, sachant que le quotient est non nul, vous pouvez déduire l'existence d'un unique couple de telle sorte que le degré de R, le reste, on l'appelle le reste de la division euclidienne, est inférieur strictement au degré de Q. Dans cet exemple, on considère A, B et P, trois polynômes à coefficient dans K et P non constant. Alors on suppose ici que A rho P divise B rho P. Et on souhaite démontrer que le polynôme A divise le polynôme B. On veut démontrer que A divise B. C'est-à-dire B s'écrit sous la forme Q fois A et avec le reste égal à 0 de la division euclidienne. R, c'est nul. Donc c'est ça ce qu'on souhaite démontrer. Et pour ce faire, on va essayer d'utiliser ce qu'on a dans les données. On a A rho P divise B rho P. Donc, on va essayer de rentrer ici rho P. Donc, ça fait B rho P est égal à Q fois A rho P plus R rho P. Ici, puisque c'est rho P, c'est comme un X, donc ça fait Q rho P fois A rho P. Il faut faire attention ici, parce qu'on a le produit de deux comptes de deux fonctions, et on fait rentrer rho est notre fonction. Et notre fonction, on va la considérer comme une variable x. Donc Q de x fois A de x. Ce qui veut dire Q rho P fois A rho P. Et plus notre R rho P. Alors nous allons essayer de démontrer ce R. Notre objectif toujours c'est de démontrer que R égale à 0. Si R égale à 0, donc B est égal à Q fois A. Et ça signifie que le polynôme A divise le polynôme B. Comment on va démontrer que ceci est égal à 0? On va utiliser l'information que ça, A rho B divise B rho A. Donc on doit démontrer que R égale à 0 à partir de ça. Alors, sur R rho P, on va démontrer que c'est égal à 0.
Et si est égal à 0, donc le degré de R au P, c'est est égal à degré de R fois degré de P. Et comme P est non constant, donc ça est différent de moins l'infini et différent de 0. Donc différent de 0 et différent de moins l'infini. Alors nécessairement, le degré de R est égal à moins l'infini. Et donc, R est égal à 0. Mais la question, comment nous pourrions démontrer que R au P est égal à 0? Même si qu'on a A au P divise celui-là, nous ne pourrions pas déduire directement que R au P est égal à 0. Alors pour ce faire, il faut démontrer que c'est vraiment, pour dire que c'est 0, c'est vraiment la division euclidienne. Et pour que cette égalité soit division euclidienne, il faut que le degré de R rho P, le reste, soit inférieur au degré de A rho P. Donc on doit démontrer ceci. Ceci signifie que cette égalité signifie la division euclidienne de celui-là, de B rho P par A rho P. Et pour démontrer ceci, on a le degré de R rho P, c'est le degré de R fois le degré de P. Et ça, c'est le degré de A fois le degré de P. Par définition de la division euclidienne, ici, parce qu'on a choisi R, n'oubliez pas que R, c'est le reste de la division euclidienne, c'est-à-dire, il faut que nécessairement le degré de R inférieur à degré de A. Et donc, nous pourrions multiplier à gauche et à droite par le degré de P. Et on va obtenir inférieur strictement, parce que celui-là est différent de 0, et aussi différent de moins l'infini. Conclusion, donc c'est la division euclidienne de B rho P par A rho P. Et puisque nous avons dans les données que A rho P divise B rho P, alors nécessairement celui-là est égal à 0. Essayons de bien rédiger la réponse. On a par la division euclidienne de A de B par A, il existe deux polynômes Q et R uniques, tels que B est égal à A fois Q plus R, avec le degré de R inférieur strictement au degré de A. Logiquement, pour démontrer que A divise B, on doit démontrer que R est égal à 0. On a dans les données que A rho P divise B rho P. Pour cela, on va essayer de composer dans la relation étoile par B. Donc B rho P est égal à A fois Q plus R rho P est égal, c'est comme une variable P, donc A fois Q rho P plus R rho P est égal encore une fois, ça c'est comme parce que c'est le produit des polynômes, c'est comme notre X. Donc ça fait A rho P fois Q rho P plus R rho P. Toujours, notre objectif, c'est de démontrer que R est égal à 0. Donc, pour ce faire, on va essayer de démontrer que c'est la division euclidienne de A rho B, de B rho P par A rho P. Et pour que cette égalité-là soit vraiment la division euclidienne, il faut que le degré de R rho P soit inférieur au degré de A rho P, au quotient. On a le degré du composé de deux polynômes est égal au produit des degrés qui est inférieur à degré de P fois A. Pourquoi? Parce que degré de R inférieur au degré de A, d'après les données. On a R, c'est le reste de la division euclidienne de B par A. Et aussi, degré de P supérieur ou égal à 1.
Pourquoi? Parce que B est non constant. Donc on peut multiplier à gauche et à droite. Mais parce que si on multiplie par exemple 6 degrés de P égale à 0, donc 0 n'est pas inférieur strictement à 0. Mais heureusement, on a P non constant. Et donc, c'est vraiment cette égalité-là, c'est la division euclidienne de B rho P par A rho P. Et comme on a A rho P divise B rho P, alors le reste doit être 0. Le reste égale à 0, donc son degré, ça va être moins l'infini. Alors le produit de degré de R fois le degré de P égale à moins l'infini. Alors nécessairement, au moins l'un des deux est égal à moins l'infini. Or, P est un polynôme non constant, donc il est différent de moins l'infini et différent aussi de 0. On a nécessairement degré de R égale à moins l'infini. Et ceci signifie que R égale à 0. Et donc, B est égal à A fois Q. Ça veut dire que A divise P. Définissons maintenant la fonction polynomiale d'un polynôme donné. On se donne le polynôme P suivant, qui est défini de k égale à 0 jusqu'à n à k x à la puissance k. La fonction polynomiale associée à ce polynôme, c'est la fonction définie par de k vers k, c'est-à-dire lorsqu'on donne une valeur de k, x, il nous donne l'image P de x qui est définie par la somme de k égale à 0 jusqu'à n à k fois x à la puissance k. Donc ça reste un élément de k. Et on écrit comme ça pour juste dire on va identifier le polynôme avec sa fonction polynomiale. Donc au lieu d'écrire P tilde, on pourrait aussi écrire P de x. Et donc ça signifie toujours la fonction polynomiale de P. Les racines d'un polynôme. Ce sont très importants dans la suite et aussi dans l'année prochaine. D'abord, qu'est-ce que c'est une racine d'un polynôme? On dit qu'une constante A est une racine de P si P de A est égal à 0. Ici, on a remplacé, si on remplace donc x par A, on a utilisé la fonction polynomiale. Comme on vient de dire, on identifie, c'est-à-dire on considère comme le polynôme comme la fonction polynomiale. Si P de A est égal à 0, alors dans ce cas, on dit que A est une racine de P. Ce qui équivaut à dire que x moins A divise P. Donc A est une racine de P, équivaut à ce que P de A est égal à 0, équivaut à ce que le polynôme x moins A divise le polynôme P. Par exemple, si on considère le polynôme x au carré moins 2x plus 1, on peut remarquer que 1 est une racine de P. Si on remplace par 1, on obtiendrait que P de 1 est égal à 0. Et donc 1 est une racine de P. Après avoir vu la définition d'une racine, maintenant on va généraliser les choses et de savoir la définition d'une racine à n'importe quel ordre. On dit qu'une constante A est une racine d'ordre de multiplicité m si x moins A à la puissance m divise le polynôme P et que x moins A à la puissance m plus 1 ne divise pas P. Alors dans ce cas, vous aurez le droit de dire que A est une racine d'ordre de multiplicité m. Ce qui équivaut à l'existence d'un polynôme Q, tel que P est égal à x moins A à la puissance m Q, c'est la traduction de x moins A à la puissance m divise P, et que Q de A est différent de 0.
Donc, ce qui équivaut à cette condition-là. Mais généralement, on utilise la caractérisation suivante pour vérifier est-ce que A est une racine d'ordre M. Ceci équivaut, A est une racine d'ordre M, équivaut à ce que P de A est égal à P' de A est égal ainsi de suite jusqu'à P, la dérivée M moins 1 de A égale à 0. Donc, si toutes ces valeurs-là vaut 0, sauf la dérivée AM de P évaluée en A est différente de 0. Si A vérifie ces conditions, vous pouvez dire que A est une racine d'ordre M de P. Exemple, démontrer que le polynôme nx à la puissance n plus 1 moins n plus 1 x à la puissance n plus 1 est divisible par x moins 1 au carré. Et comme nous savons, ce polynôme est divisible par x moins 1 au carré, signifie que 1 est une racine double de ce polynôme-là. Et pour vérifier ceci, je vais poser p de x, le polynôme n x à la puissance n plus 1 moins n plus 1 fois x à la puissance n plus 1, et on va calculer la dérivée de p pour puis remplacer par 1, p de 1, p' de 1, s'ils sont égal à 0. Donc on a p', la dérivée de x à la puissance n plus 1, c'est n plus 1, moins n plus 1 fois x à la puissance n. Donc si on remplace donc p et p' par 1, on va trouver que c'est égal à 0, et alors 1 et au moins est une racine d'ordre 2 de p. Donc c'est possible que 1 soit une racine d'ordre 3 ou bien 4. Mais on est sûr que 1 est une racine d'ordre 2. Et donc, nécessairement, x moins 1 au carré divise p. Et pour justifier exactement que 1 est une racine d'ordre 2, il faut calculer la troisième dérivée si elle est égale à 0 ou bien différente de 0. Si elle est différente de 0, alors 1 est une racine d'ordre 2. On peut poser maintenant la question contexte qu'une racine existe. Alors il y a un théorème qui dit que n'importe quel polynôme à coefficient dans C, non constant, admet toujours une racine dans C. Alors ce qu'on peut tirer de ce théorème-là, n'importe quel polynôme de degré supérieur ou égal à 1, c'est un polynôme non constant, à coefficient dans C, elle admet au moins une racine dans C. C'est-à-dire qu'elle existe une constante A appartient à C, telle que P de A égale à 0. Un polynôme P est dit Sandy lorsque nous pourrions l'écrire sous forme de produit de deux polynômes de degré 1. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous cette forme-là. AN, c'est le coefficient dominant de P, fois le produit des x moins alpha i. Et les alpha i, ce sont les racines. Donc, un polynôme de degré est scindé lorsqu'on peut le factoriser sous forme des produits de polynômes de degré 1. Et dans le cas où le polynôme P qui est scindé, alors il y a une relation entre les racines de ce polynôme, c'est-à-dire les alpha i, et les coefficients a, k. C'est quoi cette relation-là? La somme des racines, k égale à 1 jusqu'à n alpha k, est égale à moins an moins 1 sur an. Donc, on va dire que la somme des racines alpha 1, la première racine, plus la deuxième, ainsi de suite, toutes les racines est égale moins le coefficient dominant au dominateur
Et ici, le coefficient de x à la puissance n moins 1. Mais comme nous l'avons bien dit, ça dans le cas où P est un polynôme CND, c'est-à-dire c'est écrit sous cette forme-là. Produit des polynômes de degré 1. Les alpha i, ce sont les racines. On a aussi cette relation-là, le produit de k égale à 1 jusqu'à n, le produit de toutes les racines est égal à moins 1 à la puissance n fois a0, le coefficient constant sur a n. Et plus généralement, la somme de p racines, c'est-à-dire K1, K2, Kp, ce sont des indices compris entre 1 et n, distincts entre eux. On a choisi P indice, la somme de tous les P racines qu'on peut faire est égale à moins 1 à la puissance P fois A n moins P sur A n. Pour mieux voir les choses, on considère le polynôme suivant de degré 3. Et ce polynôme est scindé et s'écrit sous la forme suivante. Donc les racines ici sont 1, 2, 3. Et le coefficient dominant, c'est 2. Alors ici, c'est A 3. Ça, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3. Parce qu'ici, on a n est égal à 3. Donc, la somme des racines, c'est-à-dire alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, est égale moins an moins 1, c'est-à-dire moins n est égal à 3, n moins 1, donc c'est 2 à 2 sur A3. Et donc, ça c'est A3, ça c'est A2, ça c'est A1 et ça c'est A0. Donc, est égal à moins 2, ça fait 12 sur 2 est égal à 6. On va voir est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, est-ce que 1 plus 2, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, est-ce que ça est égal à 6? Oui. Pour la deuxième relation, de même, on va voir que 1 fois 2 fois 3, ça fait moins 1 à la puissance 3 à 0 sur an. Maintenant, essayons d'expliquer cette relation-là pour P est égal à 2, par exemple. Pour P est égal à 2, qu'est-ce que signifie cette somme-là? Donc, on va rassembler tous les sons possibles de deux indices. Donc, on a combien? Alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Donc, alpha 1, tous les deux produits possibles. Alpha 1 fois alpha 2, ou bien alpha 1 fois alpha 3, ou bien alpha 2 fois alpha 3. Voilà. Maintenant, nous avons fait la somme de tous les deux. Alors ici, on vient de faire le produit de toutes les possibilités de deux éléments, deux racines. Donc, cette somme-là, d'après la relation, est égale à moins 1 à la puissance 2, parce que P est égal à 2. A n moins P, 3 moins 2, sur A n, A3. Ça fait A1 sur A3. Parce que moins 1 à la puissance 2, c'est 1. 3 moins 2, c'est A1 sur A3. Notre coefficient A1, c'est 22. Donc 22 sur A3, c'est 2. 22 sur 2, ça fait 11. Maintenant, on va voir est-ce que c'est vrai. Alpha 1 fois alpha 2, alpha 1 c'est 1, 2 c'est 2 et 3 c'est 3. Donc ça fait 2. Alpha 1 fois alpha 3, donc c'est 1 fois 3, ça fait 3. Plus alpha 2 fois alpha 3, ça fait 6. Et 2 plus 3 plus 6 est égal à 11.
Donc voilà. Si vous arrivez à voir qu'est-ce que signifie cette somme pour P est égal à 2, donc de même pour P est égal à 3, on rassemble les produits alpha 1 fois alpha 2 fois alpha 3, tous les produits possibles de 3 éléments des racines distinctes. Un polynôme P est irréductible lorsque ce polynôme-là est de degré supérieur ou égal à 1 et les seuls diviseurs de P sont lambda, les constantes, et aussi les polynômes de la forme suivante lambda P. Dans ce cas, vous pourriez dire que ce polynôme-là P est irréductible lorsqu'il n'admet pas un autre diviseur autre que les constantes et les polynômes associés à P, c'est-à-dire lambda P. Le théorème d'Alembert qui nous permet d'assurer l'existence d'une racine dans C pour n'importe quel polynôme non constant dans C implique la propriété suivante. Tout polynôme de degré supérieur ou égal à 1 se factorise en un produit d'un élément de K, c'est-à-dire une constante AN, fois des polynômes irréductibles unitaires. Unitaire, c'est-à-dire le coefficient dominant, c'est 1. Et quels sont les polynômes irréductibles dans C et dans R? D'abord, dans C de X sont les polynômes de degré 1. Parce que nous savons très bien que n'importe quel polynôme admet une racine. Et si elle admet une racine, alors x moins a divise p. Donc on peut factoriser par x moins a. Donc dans C, n'importe quel polynôme, on peut la factoriser. On produit des polynômes de degré 1. Mais par contre, dans R, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1, à coefficient réel, bien sûr, et les polynômes ax au carré plus bx plus c, sachant que b au carré moins 4ac est inférieur strictement à 0. Car dans ce cas, les racines vont être des nombres complexes. Et donc ce ne sont pas des racines réelles. Alors ce polynôme, ça va être divisé par x moins a avec a appartient à c. Et donc, ce polynôme-là n'appartient pas à R de x. Voilà. C'est pour cela on laisse les polynômes sous cette forme-là. Ce sont des polynômes irréductibles. Il n'admet pas de diviseur, sauf lui-même et les constantes. Exemple. Rappelez premièrement la décomposition en produit irréductible de x à la puissance n moins 1. Et la deuxième question, on déduire la factorisation de 1 plus x plus jusqu'à x à la puissance n moins 1. La troisième, essayer de calculer le produit de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de sinus k fois p sur n. La décomposition de x à la puissance n moins 1, on a besoin de trouver les racines de ce polynôme dans C. Les racines sont exponentielles de ikp sur n. Parce que x à la puissance n moins 1 égale à 0 équivaut à ce que x à la puissance n égale à 1. Et nous savons très bien que les solutions de cette équation-là, ce sont les nombres complexes suivants. Avec k compris entre 0 et n moins 1. Donc voilà, les racines sont exactement exponentielles de ikp sur n, admet n racines. Et puisque le polynôme x à la puissance n moins 1 est de degré n et admet n racines complexes, donc la factorisation de ce polynôme est comme suivant. Le coefficient dominant c'est 1, donc il n'y a rien ici, fois x moins exponentielle de ikp sur n, k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Voilà, c'est ça la factorisation de ce polynôme x à la puissance n
moins 1, nous l'avons écrit en produit des fonctions irréductibles. Cette fonction-là est de degré 1, donc C, donc il est irréductible. Il admet seulement lui-même et les constantes comme diviseur. Deuxième question, déduire la factorisation de 1 plus x jusqu'à x à la puissance n-1. La relation avec la précédente question, x à la puissance n-1 et cette somme-là. Nous pourrions remarquer que c'est la somme d'une suite géométrique. Donc c'est x à la puissance n-1 sur x-1. Et nous venons d'effectuer la factorisation pour ce polynôme-là. Et on va remplacer par cette expression-là. Donc ça fait ce produit-là sur x moins 1. Puis, on va simplifier par x moins 1. Alors, on remplace par l'expression de x à la puissance n moins 1. Nous obtiendrons ce produit-là sur x moins 1. Pour k égale à 0, parce qu'au k allant de 0 jusqu'à n moins 1, pour k égale à 0, c'est exponentielle de ip fois 0 sur n. Exponentielle i0, c'est 1. Donc ça fait x moins 1 ici, fois le produit qui va rester, le produit de 1 jusqu'à, ici c'est 1, pas 0, de 1 jusqu'à n. Et on va simplifier par ceci. Donc, nous obtiendrons, alors, ici, pardon, c'est 1, le produit de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de x moins exponentielle de ikp sur n. Et voilà, c'est ça la factorisation de 1 plus x plus n moins 1. Donc, c'est. On va essayer maintenant de calculer ce produit. Sinus kp sur n, k allant de 1 jusqu'à n moins 1. À partir de ce qu'on a trouvé dernièrement, si la factorisation de 1 plus x à la puissance n moins 1 est égale à ce produit-là. Comment nous pourrions utiliser ceci afin de trouver le produit de sinus? Comme nous savons très bien, nous pourrons donner une valeur à x. Mais qui est la valeur candidate pour nos données? Ici, sinus kp sur n. Nous savons très bien que sinus, c'est la partie réelle de exponentielle i kp sur n. Pardon, la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, pour ça, c'est exponentielle i kp sur n moins le conjugué kp sur n. Donc, comment nous pourrions avoir ici cette quantité-là? Alors, nous pourrions remplacer ici x par la valeur 1. Donc, nous allons obtenir exponentielle de ikp sur n. Et puis, on va utiliser la factorisation par l'arc moitié. Donc, ça fait exponentielle i kp sur n. On factorise par la moitié de cet angle-là, et ça, c'est exponentielle 0. Donc, ici, on aura besoin de la conjuguer. Si on multiplie ça fois ça, ça fait 1. Plus, ou bien moins, exponentielle ikp sur n. Parce que exponentielle ikp fois exponentielle ikp sur n, ça fait 2. Donc, voilà. Et ça, c'est moins 2 sinus kp sur n. Parce qu'on a z bar moins z, c'est moins 2 l'imaginaire de z. Et donc, voilà, comme ça, nous avons pu faire apparaître le sinus kp sur n. Donc, il faut remplacer x par 1.
Et après, on calcule le produit facilement. Alors, je vais remplacer x par 1 dans cette relation-là. Ici, on a la somme, c'est x à la puissance 0, x à la puissance 1 jusqu'à x à la puissance n moins 1. Si je remplace x par 1, ça fait n. Parce que la somme de 0 jusqu'à, c'est la somme de 0 jusqu'à n moins 1 de 1. Donc c'est n moins 1 moins 0 plus 1. n moins 1 moins 0 plus 1. Et dans l'autre côté, nous obtiendrons le produit de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 moins exponentielle de ikp sur n. Je factorise par la moitié de ces deux angles-là, 0, de kp sur n, donc la moitié c'est kp sur n. Et j'obtiendrai ceci. Après, je développe le produit de ça fois le produit de ceci. Et ça, c'est exactement moins 2 sinus kp sur n. Puisqu'ici, on a l'exponentielle, alors le produit devient de la somme. Donc, exponentielle et p sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de k. Fois moins 2 à la puissance n moins 1, parce qu'à chaque fois dans le produit se répète moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, combien de fois? N moins 1 fois. Fois notre produit qu'on cherche. Alors maintenant, on va calculer ça. La somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1, c'est normalement c'est n moins 1 fois n sur n. Parce que la somme de k de n jusqu'à m, pardon, de 1 jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Or, ici, on a n moins 1, donc n moins 1, et ici, n. Voilà. Fois moins 2 à la puissance n moins 1, fois notre produit. Puis, je vais simplifier par n. Il reste exponentielle et p fois n moins 1. Exponentielle et p à la puissance épée à la puissance n moins 1, et nous savons très bien que exponentielle épée c'est moins 1. Donc ça fait moins 1 à la puissance n moins 1 fois moins 2 à la puissance n moins 1 fois encore une fois ce produit là. Et voilà, ça fois ça, donc ça fait 2 à la puissance n moins 1, parce que moins fois moins, n moins 1 fois, elles vont être simplifiées. Moins 1 à la puissance n moins 1 fois moins 1 à la puissance n moins 1. Donc c'est moins 1 à la puissance 2 fois n moins 1. Et ça c'est 1. Voilà, finalement nous avons trouvé notre produit. Il suffit juste de déplacer 2 à la puissance n moins 1 dans l'autre côté de n. Premièrement, nous allons essayer de factoriser ce polynôme dans C de x. On a x à la puissance 4 plus 1. 1, on peut l'écrire c'est comme moins i au carré, parce que i au carré est égal à moins 1. Et donc, ça fait, en utilisant l'identité remarquable, ça fait x au carré moins i fois x au carré plus i. Et pour factoriser ceci, encore une fois, je vais écrire i, c'est exponentielle épée sur 2. Donc, exponentielle épée sur 2, on peut l'écrire de cette façon-là, exponentielle épée sur 4 au carré. Et donc, j'utiliserai encore une fois l'identité remarquable. Ça fait x au carré moins exponentielle épée sur 4 au carré, x au carré moins exponentielle i 3p sur 2. Pourquoi 3p sur 2? Pour avoir ici, au lieu de plus, je l'ai transformé en moins. Et comment? Parce que exponentielle i de p est égale à moins 1. Et donc,
exponentielle pi sur 2 est égal à moins exponentielle ip fois exponentielle pi sur 2. Parce que exponentielle ip c'est moins 1. Et avec ce moins, ça va devenir plus 1. Et donc, si on fait la somme, ça fait exponentielle i. P plus p sur 2, ça fait 3 p sur 2. Et alors, donc ça fait x moins exponentielle pi sur 4, x plus exponentielle pi sur 4, ainsi de suite. De même, on factorise ceci. On divise par 4 pour avoir le carré. Et voilà la factorisation de ce polynôme-là dans C de x. On a factorisé, on produit des polynômes de degré 1. Nous pourrions aussi trouver, pour factoriser ça dans C, nous pourrions trouver les racines. Donc ça égale à 0, équivaut à ce que x à la puissance 4 est égal à moins 1, est égal à exponentielle ip plus 2kp. Et donc les racines sont xk est égal à exponentielle, ici i, exponentielle i p 2k plus 1 sur 4. Et k appartient à 0 jusqu'à 3. Les racines énièmes de moins 1. Et voilà, nous obtiendrons la factorisation de ce polynôme dans C facilement. K égale à 0 jusqu'à 3, x moins exponentielle i pi sur 4 fois 2k plus 1. Je vais maintenant essayer d'utiliser ce qu'on vient de faire, la décomposition dans C, pour obtenir la décomposition dans R. Et toujours on procède comme ça, par la décomposition dans C et puis dans R. Pas toujours, la plupart des fois. Parce que par exemple, pour Z une racine dans C, alors Z bar aussi est une racine. Et donc, si on a x moins z dans la factorisation fois x moins z bar, alors j'obtiendrai, je développe x au carré, x fois x au carré, après x fois z, plus x z plus z bar, avec un moins ici, plus z fois z bar. Et donc, ça fait x au carré moins x, z plus z bar, ça fait 2 fois la partie réelle de z. Et z fois z bar, plus le module de z au carré. Donc, nous avons obtenu un polynôme de degré 2. Ça, dans le cas où ces racines-là, ce sont des nombres complexes, pas réels. Si ce sont des nombres réels, on peut les laisser parce que dans ce cas-là, x moins z, ça va être un polynôme de R. Alors, on a exponentielle i3 puissance 4, c'est le conjugué de exponentielle ip sur 4. Et donc, le produit x plus exponentielle ip sur 4, x plus exponentielle 3 pi sur 4, ça va nous donner x au carré plus x fois la somme exponentielle pi sur 4 plus exponentielle pi sur 4 plus le produit. Et donc, ça fait x au carré plus 2 cos pi sur 4, x plus 1, qui est égal à x au carré plus racine de 2, x plus 1. Voilà pour le premier produit. Pourquoi on n'a pas laissé ça comme factorisation dans R? Parce que ce polynôme-là n'appartient pas à R. Voilà. De plus, ce produit-là a des racines complexes. De même, on va faire pour l'autre produit, x moins exponentielle pi sur 4, x moins exponentielle pi sur 4 est égal à x au carré
moins 2 cos pi sur 4x plus 1, qui est égal à x au carré moins racine de 2x plus 1. Et donc, la factorisation de P de x dans R est la suivante.